bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de mode sur histoire de créateurs et principalement sur Louis Vuitton. Je pense qu'on connaît un petit peu tous cette marque de nom, c'est une grande marque française qui est détenue maintenant par LVMH et je vais vous raconter un petit peu son histoire. Donc le créateur qui s'appelle Louis Vuitton est né le 4 août 1821 et il est décédé le 27 février 1892. Donc le groupe maintenant est détenu par LVMH, mais auparavant le fondateur Louis était également un créateur de mode et un homme d'affaires. Il a même été surnommé le tronçonnier par l'épouse de Napoléon III qui était Eugénie de Montijo, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Au niveau de son enfance, Louis Vuitton est né dans une famille d'artisans, donc de charpentiers et d'agriculteurs. Mais malheureusement à l'âge de 10 ans, sa maman décède, donc elle était chapelière de métier et par la suite son père s'est remarié. Il avait vraiment une mauvaise entente avec sa belle-mère, donc par la suite, à l'âge de 13 ans seulement, il a décidé de parcourir 470 km jusqu'à Paris en faisant de petits boulots et en prenant tout simplement son indépendance. Donc Vuitton arrive à l'âge de 16 ans en 1837 à Paris, en plein cœur de la révolution industrielle, et il s'est forgé une belle expérience qui va l'aider pour la suite pour son métier auprès de monsieur Maréchal qui était un fabricant de malles et emballeur à succès. Donc par la suite il a acquis un très grand succès auprès des clientèles très prestigieuses et assez richissime. Grâce à son succès, il est même nommé l'un des premiers praticiens de l'artisanat de la ville de Paris pour son époque. Par la suite, lors du rétablissement du régime français de l'Empire sous Napoléon III, son épouse Eugénie engage Vuitton comme emballeur et également fabricant de malles personnels. Elle se disait même qu'il emballait les vêtements d'une manière exquise, donc vraiment il faisait un travail remarquable. Donc évidemment avoir emballé et confectionné des malles pour Eugénie, la femme de Napoléon III, c'était vraiment une très grande renommée et par la suite il a eu vraiment de très bons retours au niveau de sa carrière. Il a commencé à travailler pour des familles royales et donc dans l'aristocratie par la suite qui a forgé évidemment sa réputation. Vuitton a également révolutionné la bagagerie de l'époque parce que au niveau fonctionnalité, par exemple pour mettre les bagages à l'arrière des voitures, toutes les malles qui existaient auparavant elles étaient toutes arrondies et celles de Vuitton elles étaient plutôt carrées au bord, donc au niveau du rectangle. Je sais que j'explique un petit peu mal mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a vraiment permis de bien plier les vêtements, surtout de ne pas les abîmer au niveau des longs voyages, et surtout c'était beaucoup plus pratique pour empiler les bagages les uns sur les autres, alors que lorsqu'il était arrondi c'était pas très stable, donc c'était vraiment une révolution à ce moment là. Évidemment par la suite il s'est développé, il a eu son atelier agrandi à Asnières-sur-Seine et le motif qu'on connaît tous de Vuitton damier était incrusté de gomme laquée qui est également conçu par la première serrure anti-crochetage au monde. Alors j'ai quelques petites notes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. J'ai fait carrément un script sur mon téléphone, j'ai au moins 4-5 pages, donc vraiment pour tout se rappeler minute par minute, c'est vraiment impossible. Donc j'essaie de lire le moins possible, que ce soit un petit peu plus fluide, car c'est vrai regarder une vidéo où quelqu'un lit un texte c'est pas très enrichissant et ça donne pas envie de regarder la vidéo tout simplement. En ce qui concerne la sécurité des bagages, tous les voyages sont conservés dans l'entreprise Vuitton avec les différents noms des propriétaires, au besoin si une autre clé était nécessaire pour ouvrir le bagage par sécurité. Lorsque Vuitton avait 35 ans, il a eu un enfant, le premier enfant de sa fratrie, George Ferrol Vuitton, et il est né à Asnières-sur-Seine, là où était basé le tout premier atelier de la maison Vuitton jusqu'à la guerre franco-prussienne. Donc par la suite ils ont dû déménager à Paris en 1871 où par la suite George a grandi et par la suite évidemment il reprend l'entreprise familiale. Donc évidemment George a pris les rênes de la maison Vuitton après la mort de son père. Évidemment peu avant qu'il décède il a pris des cours anglais dans une école parce qu'il avait un peu du mal à parler à la clientèle étrangère, et c'est même donc George qui a mis par la suite la marque à l'étranger pour avoir d'autres clients, surtout donc anglais et à l'international partout dans le monde. Surtout en 1893 à la foire mondiale de Chicago où il a présenté les différents modèles de malles et les tout premiers sacs à main.
Et on peut dire que c'est grâce vraiment à George que maintenant on connaît la marque telle qu'elle est, car c'est lui qui a fait les plus grandes innovations qu'on connaît nous aujourd'hui, après donc la mort de son papa. Et donc il a vraiment fait croître la marque encore plus haut de ce qu'elle pouvait devenir, et c'est grâce à ses efforts, à son travail que on connaît certains aspects de cette marque qui est vraiment très pointu, comme par exemple donc le Louis Vuitton monogramme Canva. En raison de la popularité de la marque, de nombreux produits contrefaits sont apparus en France, et donc ils étaient vendus à des prix bien inférieurs qui reflétaient leur manque de savoir-faire. Et en 1896, en réponse aux contrefacteurs, George a créé un modèle compliqué qui couvrait ses malles et réduirait les contrefaçons en raison de la difficulté à recréer le modèle. Et au final, ça aboutit à la création de la toile monogramme Louis Vuitton, qui était à la fois une réponse aux contrefaçons et un hommage à son père Louis Vuitton. Donc, comme vous pouvez le voir sur les différentes photos, cette toile est recouverte de diamants, du logo Louis Vuitton, de fleurs et de quadrilobes, et d'autres formes qui sont devenues un élément clé de l'image de la marque. Malgré sa création en 1896, ce n'est qu'en 1905 que le brevet de la toile monogramme Louis Vuitton a été accordé. Il y a eu également le verrouillage tumbler comme on connaît aujourd'hui. Entre la fin du 19e et du début du 20e siècle, la plupart des voyageurs utilisaient des malles qui étaient le principal produit de Louis Vuitton. Mais malheureusement, les malles avaient la plupart du temps une serrure facile à choisir par les cambrioleurs qui reconnaissaient les malles assez chères, et la marque qui se pouvait être conservée à l'intérieur par son riche propriétaire. Au final, donc pour lutter contre cela, George et son père Louis, en 1896, ont décidé d'innover sur la serrure et donc créer une toute nouvelle. Donc évidemment après de nombreuses années, George a finalement réussi à profiter d'une serrure qui était si difficile à choisir, et il avait même invité Harry Houdini, un illusionniste, à tenter de s'échapper d'une malle Louis Vuitton. Mais celui-ci n'a pas voulu accepter le défi. Et par la suite, en 1897, comme je vous ai dit précédemment, au niveau des moyens de transport, des malles qui s'empilaient un petit peu plus facilement, il y a également l'innovation du coffre de voiture, car de plus en plus de personnes commençaient à posséder des voitures. Évidemment, c'était vraiment le tout début de l'automobile, mais c'était assez compliqué pour ranger les différentes malles, et ils ont créé un coffre spécial, car les automobiles de l'époque n'étaient pas créées pour avoir un coffre, et ils se sont dit vu que nous on crée des malles pour le transport, un coffre c'est un petit peu nécessaire. Donc leur but était de créer un coffre un petit peu plus vigoureux, plus facile à ranger, et dans lequel on pouvait transporter le même contenu de cargaison qu'on peut emporter dans un train ou dans un bateau, vu qu'on pouvait faire de longs voyages en voiture également. Donc la solution de George était d'utiliser de nouveaux matériaux qu'il n'avait pas utilisés auparavant pour créer des malles, y compris un tissu imperméable noir qui enduisait chaque coffre pour assurer la durabilité. Chaque fermeture du coffre était biseautée, rendant les nouveaux coffres moins sensibles aux problèmes causés par la pluie et la poussière. Et George a compris qu'en voyageant dans une voiture, les coffres doivent être empilés les uns sur les autres pour utiliser l'espace efficacement, évidemment. Et il a donc révolutionné la création des coffres en quadrillant les bords avec des dessus et des fonds plats. Donc parfait pour l'empilage plutôt que les bords arrondis typiques qui étaient courants à l'époque, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc il a même acheté un châssis de voiture, et par la suite il a créé donc sa propre voiture. Donc différents carrossiers de voiture, car il ne pouvait pas avoir le modèle qu'il voulait de suite, il fallait évidemment tester plusieurs options. Et c'est en 1897 qu'il a proposé le tout premier prototype du coffre d'automobile créé par la maison Louis Vuitton. Et dans les années 30, Louis Vuitton s'associe avec la Croisière Jaune qui équipait la plupart des voitures Citroën qui parcouraient l'Asie à l'époque. Il y a eu également l'apparition des cadeaux VIP, même si ça se fait plus trop aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on avait des gros clients qui dépensaient évidemment une fortune, vu qu'on va dire Louis Vuitton c'est pas donné à tout le monde, mais pour leur remercier, c'est George qui a mis en place des petits cadeaux VIP pour les remercier d'être toujours aussi fidèles, que son père n'avait pas mis en place auparavant. Et cette tradition est un petit peu restée, on peut toujours acheter ce petit coffre avec des fleurs. En fait, George il a commencé également à donner des cadeaux donc VIP dans des mini-malles Louis Vuitton livrées directement au domicile du client, et les malles étaient recouvertes de toiles monogrammes, donc de Louis Vuitton typique, et intérieur d'étoiles. Et à l'intérieur il mettait un bouquet de fleurs fraîches. Donc pour que les fleurs restent fraîches pendant le petit ou long voyage d'où les clients habitaient, l'intérieur du tronc contenait un plateau en zinc afin d'éviter tout dommage causé par l'eau ou l'humidité des fleurs. Et au final, donc, recevoir des cadeaux était considéré comme un honneur car ils étaient exclusifs et ne pouvaient pas être achetés évidemment.
Donc par la suite ils ont arrêté d'envoyer gratuitement ce type de cadeaux car ça avait un coût pour la maison, mais on peut toujours les acheter aujourd'hui quand vous allez sur le site internet. Et au final, avant d'avoir fait ces recherches pour cette vidéo, je ne savais pas du tout qu'ils faisaient ce type de cadeau, et au final ça a un certain coût évidemment ce petit cadeau de petit coffre, mais je trouve que c'est un geste très beau et commercial qu'il avait fait à l'époque, qui était assez nouveau. Au niveau du petit point historique, je pense que je ferai également peut-être une vidéo dédiée. Vous savez, j'avais commencé une série de vidéos sur ma chaîne Scandale Mode, et il y a pas mal de maisons de luxe qui ont été créées avant la Seconde Guerre mondiale, et il y en a peu dont on parle un petit peu de la collaboration nazie. Et j'ai vu donc pendant mes recherches que d'après Stefanie Bonvicini, du coup une journaliste et écrivaine française, soi-disant la maison Louis Vuitton avait également collaboré avec l'ennemi, avec la Gestapo, et qu'ils avaient affirmé sa fidélité au régime du maréchal Pétain. Bon, après c'est pas peut-être prouvé, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, mais c'est un point intéressant à souligner historiquement, comme au niveau de Coco Chanel qui avait également collaboré avec les Allemands. Si vous ne le savez pas, mais je pense bientôt faire une vidéo dessus qui pourrait être pas mal intéressant. Au final donc Louis Vuitton soi-disant fabriquait des malles et des choses donc de leur marque pour la Gestapo. Donc l'ennemi, et c'est une des rares industries ou maisons de mode qui a été remerciée par l'Allemagne nazie pour les différents services loyaux à l'époque. Donc par la suite évidemment les enfants ont tous travaillé dans l'entreprise familiale, donc le fils, puis après les enfants, les petits-enfants. Donc pour faire un petit récap dans le temps, on a en 1959 Gaston Louis Vuitton qui a dirigé la maison depuis 1936, qui est le fils aîné de George, et son fils Claude Louis met au point une nouvelle toile monogramme en dupe souple à base de lin, de coton et de PVC qui dope les ventes de la maison. Une des filles de Gaston Louis et son mari Henri Racamier, président de la société à partir de 1977, transforment la marque en une compagnie multinationale, et en 1987 la holding Louis Vuitton SA, groupe coté à la Bourse de Paris, est propriétaire des marques comme Louis Vuitton et Veuve Clicquot Ponsardin, et fusionne avec Moët Hennessy pour former LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, premier groupe de luxe du monde. Donc le groupe qu'on connaît tous aujourd'hui, LVMH, qui est dirigé par Bernard Arnault, également son fils, qui est aussi avec la mannequin russe Natalia Vodlianova, si vous ne le saviez pas. Mais c'est vrai que c'est un peu trop fouillis, il y a tellement d'infos, mais bon, ça c'est des infos principales que moi j'ai retenues, que je sais. Après il y a pas mal de marques maintenant dans le groupe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, parfois on s'en mêle un peu les pinceaux. C'est donc en 1989 que l'homme d'affaires Bernard Arnault lance une offre au public d'achat avec l'aide de la banque Lazare pour prendre le contrôle du groupe LVMH en devenant actionnaire majoritaire à 42%, et développe depuis peu pour en faire le plus important groupe de luxe du monde, entre autres en diversifiant la production de Louis Vuitton avec des collections de prêt-à-porter, de la chaussure, du parfum ou encore de la papeterie. Donc au final, la maison Louis Vuitton possède encore son atelier de 180 employés sur Asnières-sur-Seine, fief de la famille, qui réalise les commandes spéciales, par exemple une bibliothèque, un écran diamant, un coffre à caviar ou à cigares. Oui, des choses très utiles, et perpétue le goût de sur-mesure. Donc la maison de maroquinerie de Louis Vuitton comprend 13 ateliers au total de fabrication en France. L'entreprise a également investi à Grasse, où se trouve désormais son atelier de fabrication de parfums. Évidemment on connaît tous la maroquinerie Louis Vuitton, donc qui utilise du cuir, mais aussi diverses toiles, parmi les plus connues la toile gris Trayanon, mais aussi la toile rayée beige et rouge, la toile damier, ainsi que la toile monogramme Louis Vuitton, qui se décline aujourd'hui en plusieurs coloris. Et pour résumer un petit peu le tout, donc en 98, c'est par là que le prêt-à-porter s'est développé, surtout avec l'arrivée du directeur artistique Marc Jacob, qui a vraiment poussé la marque dans le top de la mode, dans les Fashion Week, etc. et qui a vraiment donné cet essor de la mode. Et depuis qu'on connaît la marque, c'est vraiment une marque de luxe, évidemment de prêt-à-porter, de maroquinerie et de parfum. Évidemment depuis ça s'est élargi, donc en fait depuis que la marque est rentrée dans le groupe LVMH, et donc on est aujourd'hui. Et en 2013, Marc Jacob a cédé sa place à Nicolas Gestière, qui est directeur artistique de la mode femme chez Louis Vuitton. Et sans oublier évidemment ce défilé phare de l'automne-hiver 2017 où Louis Vuitton a collaboré avec la marque Suprême,
C'était vraiment une première car d'habitude les marques de luxe ne se font pas vraiment copains avec les marques un petit peu streetwear, mais là c'était vraiment un engouement au niveau de la mode et ça avait pas mal plu à pas mal de public vu que Supreme, on va dire, c'est un petit peu une marque hype à la mode dont beaucoup de personnes raffolent, et par la suite ils ont désigné Virgil Abloh comme directeur artistique pour la section homme chez Louis Vuitton. Et sans oublier également que chaque section dans la maison a son propre directeur artistique, donc la mode homme, la mode femme, évidemment la mode donc pour les sacs de maroquinerie qui est aujourd'hui dirigée par Johnny Coca depuis l'année 2020, dont on parle plutôt peu. Mais c'est vrai que auparavant j'étais pas du tout au courant que chaque section avait son directeur artistique attitré, parce qu'il y a quand même pas mal de monde derrière toutes les créations et tout ce que la marque représente. Et au niveau du chiffre d'affaires, en 2012, le chiffre d'affaires de la marque s'étend à 7 milliards d'euros, donc en gros chiffre plutôt pas mal. Et je crois que même avec le Covid, certaines marques du groupe LVMH se sont pas trop mal sorties comparé à d'autres qui avaient quand même de grandes différences au niveau des ventes qui ont chuté par rapport à la crise sanitaire. Et même que sous la direction de Yves Carcel, depuis une vingtaine d'années, le chiffre a été multiplié par 10, donc plutôt une assez grande consécration. Donc le groupe LVMH, ça va, il s'en sort plutôt pas mal, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'histoire de la marque, si vous avez appris des choses, si vous avez d'autres marques que vous voulez que je fasse des vidéos dessus. C'est vrai que il y a quand même pas mal d'infos, c'est assez compliqué à tout condenser dans une vidéo pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, que les infos elles étaient un petit peu bien retranscrites. J'ai essayé de faire un script plutôt à l'essentiel pour pas trop non plus raconter ce qui est pas très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. A très vite, bye. Nobody knows.